Quand vous vivez en Chine comme moi et que vous écoutez la campagne législative en France, vous dites sur quelle planète on est, parce qu'on parle d'augmenter le SMIC de 10, je ne sais pas si c'est 10, 20%. Les salaires en Chine cette année sont en baisse. Les Chinois n'ont pas oublié ce que les conquêtes européennes, cette époque. Est-ce qu'ils sont revanchards ou pas? C'est merveilleux de mieux répartir la richesse qui est créée, mais encore faut-il la créer. Et donc je dis aujourd'hui, on a parlé des dépendances. Je dis ce S, il doit devenir sécurité. Aujourd'hui, Xi Jinping, en mettant au pas le secteur privé, en faisant disparaître des entrepreneurs, en contrôlant les entreprises via un contrôle plus proche du Parti communiste, est-ce qu'il ne refait pas la même erreur? Quand je parle à des Chinois et je leur dis vous avez un problème démographique, comment vous voyez les choses, ils me répondent nous on n'a pas de problème démographique. Vous là les Européens, vous avez et vous la France entre autres, vous avez un énorme problème démographique. Parce que chez vous il y a des retraites et chez nous il n'y a pas de retraite. Bienvenue sur Chronique Occidentale, je suis Guillaume Go et ravi de vous retrouver sur ce nouveau format qui viendra compléter la newsletter existante du même nom. On y parlera aussi d'histoire et d'identité des civilisations, d'économie et d'industrie. Pour ce premier épisode, je suis ravi d'accueillir David Bavrez, qui est investisseur, essayiste et spécialiste de la Chine installé à Hong Kong. Si je l'ai invité, c'est parce que j'ai lu d'une traite son livre. Bienvenue en économie de guerre. Bonsoir David Bavrez. Bonsoir. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez récemment déclaré qu'il faut avoir 2 ans d'âge mental. Ce qui s'est passé avant 2022 a beaucoup moins d'importance aujourd'hui en 2024. Pourquoi avoir dit ça? Alors les 2 ans d'âge mental, c'est parce qu'on est en 2024 et je réfère à 2022 qui pour moi est une rupture générationnelle. Et on a oublié les cycles économiques sont des cycles de 30 ans. Donc moi qui ai malheureusement un peu de cheveux gris aujourd'hui, j'ai connu le cycle de 1989 qui a été un cycle incroyable de liberté, de murs qui tombaient, d'informations gratuites qui circulaient partout dans le monde, de sous-traitance, donc de déflation, donc de taux d'intérêt très bas et d'endettement facile. Et 2022 est une rupture totale qui ouvre un nouveau cycle. On ne sait pas la tête qu'il va avoir, donc il ne faut pas s'affoler si on ne comprend pas ce qui se passe. Mais je vois dans mon métier d'investisseur, chaque fois que je tiens des raisonnements d'avant 2022, j'ai tort, je perds de l'argent. Et chaque fois qu'au contraire, j'essaie de comprendre les nouveaux modèles qui apparaissent depuis 2022, c'est là que les choses se passent bien. Donc ma recommandation à tous nos auditeurs, c'est ayez 2 ans d'âge mental. On est en 2024 et on doit comprendre 2022. Alors justement, vous expliquez que le passage à un nouveau monde se fait en 2022 avec 2 grands événements. Donc la guerre en Ukraine, bien sûr. Et le deuxième, beaucoup moins connu en Europe, c'est le 20e congrès du Parti communiste chinois. Pourquoi cet événement est si important pour la marche du monde et les années qui arrivent? Alors les deux sont importants. Le premier est incompris, le second est ignoré. La guerre d'Ukraine, moi je vis à Hong Kong. À Hong Kong, on n'en parle jamais. Parce que c'est un épiphénomène en fait, de la vraie guerre qui est entre les États-Unis et la Chine. Et cette seconde guerre froide est très particulière. Parce qu'en fait, il y a, contrairement à la première, il y a 700 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux. Et donc, cette guerre froide n'est pas antinomique d'une Chine-Amérique, c'est-à-dire d'un accord tacite entre la Chine et les États-Unis à un objectif commun qui est, à mon sens, de piller l'Europe. Donc on comprend, ici à Paris, on comprend que la Russie se fait piller par la Chine, mais on ne comprend pas les transferts de valeur sans précédent qu'il va y avoir d'Europe, j'appellerais ça l'Europe occidentale, vers les États-Unis. Donc ça, c'est la première chose qu'on ne comprend pas. La seconde qu'on ignore, parce que très peu de gens s'intéressent à la Chine, c'est le 20e congrès du Parti communiste qui a eu lieu en octobre 2022 et qui a mis fin au socle de succès du développement économique chinois sans précédent les 40 dernières années, qui était ce qu'on appelle un PPP, un partenariat entre le privé et le public. On avait un gouvernement visionnaire qui investissait dans l'infrastructure et qui mettait cette infrastructure à disposition d'un secteur privé chinois qui a le sang le plus entrepreneurial du monde. Donc quand on mélangeait les deux en partnership, c'est ce qui a fait qu'on a eu cette croissance incroyable de 10% par an pendant 40 ans. Et ça, c'est cassé. Les 40 glorieuses chinoises. Exactement. Et ça, c'est cassé en 2022 parce que le président Xi dit désormais le secteur privé doit être sous contrôle étatique. La croissance se fait par les services digitaux, qui par définition sont oligopolistiques, voire monopolistiques.
Et donc, si je laisse ces services se développer, je vais finir avec des GAFA, je vais finir avec la plutocratie américaine où l'argent achète la politique. Et moi, c'est le petit conseil que lui a donné sans doute le président Poutine, en Chine, c'est la politique qui doit contrôler l'argent. Et donc, on a un système qui est totalement différent. D'accord. Et concrètement, c'est-à-dire un contrôle renforcé de l'État sur les entreprises, sur les nominations. Comment ça se passe concrètement, ce contrôle? Concrètement, c'est-à-dire que si vous prenez le capital privé, il est en fait stable depuis 18 mois en Chine. D'accord, il n'y a plus de création de capitaux. Exactement. Okay. Et à l'inverse, 100% de la croissance chinoise est tirée par le capital étatique. D'accord. Donc on a désormais en marge. Quand on est investisseur, on regarde le marginal, l'évolution marginale. Oui. L'évolution marginale, nous avons un nouveau système qui est 100% étatique. D'accord. Avec des conséquences, y compris sur l'Europe, sur lesquelles on pourra revenir. Et vous parlez dans votre livre d'une décision de 2021. C'est la décision de Xi Jinping de supprimer les services d'éducation en ligne. Oui. Vous y revenez 2-3 fois dans votre livre. Pourquoi c'est fondamental. L'éducation, c'est fondamental. Hein. Le déclin de la France depuis, je ne sais pas combien, 20-30 ans, il vient de... Alors, je commence à être un vieux con à dire que la génération d'après n'a rien appris, mais la réalité, c'est que l'éducation, c'est vraiment... ça dit ce qu'un pays va faire dans les 20 années suivantes. En 2020, au moment du Covid, on a oublié, mais la première moitié 2020, la Chine était la grande gagnante. Parce que la Chine a inventé avant, enfin c'est la Chine, quand je dis la Chine, ce sont les investisseurs privés, les entrepreneurs privés chinois qui ont réussi à basculer tous les services vers le digital à une vitesse sans précédent. Et l'éducation était typique. D'accord. Où aujourd'hui, l'éducation en France, ça coûte à peu près 10 000 € par un enfant qui est au collège. Et la Chine a inventé pour 1 000 $, c'est-à-dire un dixième de notre coût, l'éducation en ligne où le super prof de Louis le Grand ou d'Henri IV, au lieu de faire ce qui est une aberration qu'il ne fasse un cours qui a 30 élèves, il faisait un cours à 1000, 2000 élèves en ligne. D'accord. Et ça, le président Xi a... Donc ça a permis à des sociétés... On avait des projections sur lesquelles ces sociétés privées qui faisaient ça, New Oriental, Tal Education, allaient devenir des GAFA. Et ça, le président Xi n'en voulait pas parce qu'il disait ces gens vont contrôler l'éducation future, la tête des enfants. Et donc, ça n'est pas possible, il faut que j'en reprenne le contrôle. D'accord. Donc, en un week-end, durant l'été 2021, le président Xi a interdit l'éducation privée en ligne. Et pour moi, ça a été le premier déclencheur. Et à l'époque, l'été 2021, j'ai donné une interview dans Les Échos en disant c'est potentiellement la fermeture de la Chine pour très longtemps. D'accord, donc c'est une décision symbolique. Très symbolique. Quand vous touchez aux enfants, c'est extrêmement symbolique. Il y a un point aussi qui est important dans votre livre, c'est que vous expliquez qu'on passe à une économie de guerre. Économie de guerre, si vous l'expliquez, ça ne veut pas dire passer en guerre, ça veut dire faire en sorte que l'économie puisse créer une autonomie des pays par rapport aux autres pays concurrents. Est-ce que vous pouvez peut-être expliciter ce terme d'économie de guerre versus économie de paix? Oui, alors pour être très clair, c'est pas la guerre. Hein. Oui. C'est pas la guerre. L'économie de guerre, c'est pas la guerre. C'est juste que l'économie de paix, c'est ce que j'ai connu depuis 1989 jusqu'en 2022. C'est-à-dire que c'est une économie qui est tirée par la demande et le consommateur. Donc moi, typiquement investisseur, j'ai passé 30 ans à essayer de trouver des sociétés qui créaient des produits et des services pour un consommateur, un client qui achetait et la société faisait des profits. D'accord. Et l'économie de guerre, c'est complètement différent. Vous êtes tiré par la production, par l'offre. Donc, ça n'est plus la demande, c'est l'offre qui domine. Donc, il faut revenir. Alors, moi, c'est ma grand-mère, vous, c'est votre arrière-grand-mère, j'imagine. Mais entre 40 et 45, ma grand-mère allait chez Beurre Fromage faire ses courses et elle n'achetait que du topinambour. Parce qu'il y a que ça. D'accord. Et donc, c'est pas qu'elle était... Donc, elle était cliente, mais elle était obligée d'acheter du topinambour parce qu'il n'y avait que ça. Donc, celui qui faisait fortune, c'était le producteur de topinambour. Celui qui faisait faillite, c'était le producteur de Roquefort parce que c'était impossible de faire du Roquefort. Parce que Roquefort, c'est du lait de brebis très particulier, il faut une cave à température, etc. Et c'était impossible à produire. Donc là, ce à quoi nous assistons, c'est un transfert de valeur sans précédent du marketing et des ventes vers la production. Donc on l'a vu dans les semi-conducteurs, qui est une industrie très stratégique, ou pour nos auditeurs un peu spécialistes, TSMC qui produit toutes les puces qui sont derrière typiquement nos smartphones, est passé en l'espace de 10 ans de 50 milliards de capitalisation boursière à 500 milliards. Nous sommes tous dépendants de TSMC. Et donc, ce qu'on a vu dans les semi-conducteurs, nous sommes en train de le découvrir dans
tout un tas de domaines, y compris la transition environnementale, qui est un sujet fondamental, où nous sommes... Et ce transfert de valeur que je vous ai mentionné, il va naturellement vers l'Asie, parce que depuis 20 ans, nous avons, depuis 2001, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, nous avons délocalisé en Chine la production. C'était le fameux business model qu'on appelait fabless. Donc, fabless, c'est pas d'usine. Sans usine, ouais. Pas d'usine. Et en disant, c'est génial parce qu'on a tous ces Asiatiques qui travaillent pour nous pas cher du tout. Et donc, nous avons créé des dépendances, sans nous en rendre compte, qui en économie de paix n'apparaissent pas. Il y a du commerce, le commerce est et libre. qui, en économie de guerre, nous pétonnent. D'accord. Donc, c'est ça notre problème aujourd'hui. Et donc, vous expliquez qu'il y a une stratégie délibérée de la Chine de créer des dépendances du monde à son outil productif pour renforcer son pouvoir, avoir la possibilité d'avoir des monopoles sur des filières stratégiques, le photovoltaïque, les batteries par exemple. Oui, alors il faut bien comprendre le contexte. C'est que le développement, il faut peut-être revenir un peu en arrière sur la Chine et l'étape de son développement. Aujourd'hui, elle a deux pièges à éviter. Le premier, c'est un terme macroéconomique, c'est ce qu'on appelle le piège du revenu intermédiaire. C'est-à-dire que quand un pays se développe et arrive à $10 000 de PNB par tête, vous devez passer du manufacturing au service. Parce qu'un avocat, un médecin, ça gagne plus que quelqu'un qui sert des boulons sur une chaîne de montage. Et le problème que vous avez quand vous êtes un pays et que vous passez comme ça quand vous êtes un pays autocratique, que vous passez au service, c'est que le service, il développe votre libre arbitre. Quand vous allez dans un restaurant, il y a un menu, mais il y a aussi une carte. Et donc, si je vous donne le choix, si je vous dis le café, il peut être au lait, il peut être au sucre, bouché. Il y a un moment où vous transposez ce libre arbitre à la politique. Ça vous dites, ça crée une classe moyenne aussi qui a envie de liberté politique. Donc c'est ce qu'on a observé à Taïwan, c'est ce qu'on a observé en Corée du Sud dans les années 90, ce $10 000. Donc le président Xi a dit, les services, surtout quand ils deviennent digitaux et qu'ils accélèrent de manière exponentielle, je n'en veux pas. Donc ça, c'est le premier piège, c'est le premier frein qu'il y a eu à la croissance chinoise, c'est que le basculement vers les services et les services digitaux B2C, donc pour le consommateur, ont été freinés délibérément par le gouvernement. Je vous ai donné l'exemple de l'éducation. Oui. Le deuxième piège, c'est celui qu'on appelle, alors ça c'est de la géopolitique, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est que quand vous avez une puissance dominante, vous avez un numéro 2 qui émerge et qui va commencer à défier le numéro 1. Donc là, la Chine arrive et défie les États-Unis avec, par exemple, un PNB, ce qu'on appelle dans le jargon PPP, donc ajuster des parités de pouvoir d'achat qui devient supérieur en Chine à celui des États-Unis. Et donc là, les États-Unis disent, on est en fait en rivalité systémique. Nous allons la définir comme la guerre technologique. Cette seconde guerre froide, elle est technologique parce que le 21e siècle, il est technologique. D'accord. Et donc, je décrète, moi, États-Unis, je décrète de manière totalement arbitraire le 7 octobre 2022, qui est le 7 octobre en Occident, c'est malheureusement le drame de Gaza. Oui. C'est 2023. En Asie, on n'en parle pas. En Asie, 7 octobre, c'est 2022, le jour où les États-Unis ont soumis à l'autorisation du gouvernement américain toute exportation de haute technologie vers la Chine. D'accord. Haute technologie définie par, c'est très, très précis avec les États-Unis, 3 domaines. Les chips, donc les puces de haute technologie, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le quantum computing, donc la computation quantique, donc en fait la puissance de calcul informatique. Okay. Et donc ça veut dire que quand vous êtes la Chine aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous développer dans la très haute technologie. Et donc ce qui vous reste, et c'est là où les États-Unis ont été très... Cette décision a fait mal à la Chine ? Alors c'est très intéressant parce que le jour même, ils n'ont pas réagi parce qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Parce que ça s'est passé le 7 octobre 2022 et personne n'a réagi. D'accord. Personne n'a compris. Et en fait, on a compris 2 mois plus tard, fin novembre 2022, quand OpenAI est arrivé avec ChatGPT. D'accord. En disant, j'ai une révolution technologique qui est véritablement une disruption totale, puisque la manière dont l'information voyage, est transmise, va être modifiée à l'avenir. Et c'était trop tard pour que la Chine réagisse. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le prouver, mais j'ai l'intuition que les États-Unis ont fait ça en octobre 2022, parce qu'ils savaient qu'en mars 2023, ce serait très difficile de couper à la Chine ChatGPT quand on savait que ça allait révolutionner la décennie à venir.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes la Chine, vous n'avez plus, je vous ai dit que vous ne pouviez plus vous développer vers les services digitaux à la personne, vous n'avez plus accès à la très haute technologie. Et donc, qu'est-ce qui vous reste? C'est ce que les États-Unis disent à la Chine. La Chine ne va pas s'écrouler. Ils disent, il vous reste, en fait, la moyenne et basse technologie du XXe siècle, elle est pour vous. L'industrie intermédiaire. Il se trouve que c'est celle que C'est nous là. maîtrisons en Europe. Donc, c'est la voiture, l'aéronautique, la chimie, la machine-outil, la pharma de base. Et les États-Unis disent à la Chine, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent dans cette industrie. C'est une industrie de masse. Elle est pour vous. Et donc, l'Europe, c'est un peu le bar du Titanic. C'est premier arrivé, premier servi. C'est à vous d'aller défoncer l'Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le flot de véhicules électriques chinois qui arrivent en Europe. Exactement. D'accord. Et Donc, pardon, longue réponse pour dire, Ouais. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en rivalité systémique avec la Chine. Et les États-Unis ont fait le travail de définir cette rivalité systémique. Et ce qui fait que maintenant, ils ont des relations relativement saines. Naturellement, ils se battent tous les jours sur la définition de la haute technologie. Mais sur le reste, vous avez toujours 700 milliards de dollars qui continuent à prospérer. Et nous, le problème d'échanges commerciaux, et nous, le problème que nous avons européens, c'est que Madame von der Leyen a parlé de rivalité systémique dès 2019, mais depuis ne l'a pas définie et nous n'avons pas agi. Et je dis, moi, aujourd'hui, il faut la définir, non pas pour faire moins de business avec la Chine, pour faire potentiellement plus de business avec la Chine, mais de manière beaucoup plus saine. Et la manière de la définir, c'est de dire, nous avons cette rivalité de deux ordres. Un, nous ne sommes pas néo-lénino-marxistes, nous. Nous, on est capitalistes. Et donc, quand un produit va venir, quand nous allons importer de Chine un produit que je qualifie de néo-lénino-marxiste, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de subventions étatiques indues, nous allons le taxer pour ces subventions. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec les premières taxes sur les importations de voitures électriques. Alors, je vous dirai pourquoi ensuite, là, on va dans le mur, si on ne réagit pas. Et puis, mais juste pour finir, la deuxième rivalité systémique, c'est la décarbonisation, Oui. c'est le CO2, où le problème que nous avons, c'est que si on est sérieux, l'environnement, c'est l'énergie, c'est le CO2, et le CO2, c'est le prix du CO2. Et le problème que nous avons, c'est que le prix du CO2 aux États-Unis, il est de 0, qu'en Chine, il est de $8, et que chez nous, il est de 80 €. Donc, nous n'allons pas pouvoir faire des négos de 0 à 80 ou des 0 de 8 à 80. Et donc, nous devons dire, quand nous importons un produit qui a une empreinte carbone qui est très supérieure à celle de l'Europe, nous allons le taxer. Et nous allons le taxer, on va être gentil, on va le taxer à 80 € en 2025, on va monter à 100 en 2030, 150 en 2035 et on sera à 200 en 2040. D'accord. Et ça, on ne le fait pas, puisque vous voyez la voiture électrique, on ne l'attaque pas pour le carbone alors qu'on estime que produire une voiture électrique en Chine consomme 2 fois plus de CO2 que chez nous. Et on la taxe quand même. On met un peu plus de taxes récemment. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On met 20% sur 10 milliards d'importations. Donc on met 2 milliards de taxes par an. On estime que les subventions cumulées sur la voiture électrique, en fonction des experts que vous écoutez, c'est entre 125 milliards de dollars si vous écoutez Rhodium, et c'est 230 milliards si vous écoutez le Centre stratégique d'études internationales. Donc nous taxons à hauteur de 2 milliards par an, entre 125 et 230 milliards. Donc effectivement, dans 50 ans, on aura réussi à corriger le tir. Donc vous voyez qu'on est mort. Les ordres de grandeur sont totalement différents. Donc c'est pour ça que les Américains ont dit, nous on va commencer à taxer à 100%. Oui. Et puis ensuite on va discuter. Shoot first and then discuss. On tire d'abord et ensuite on discute. Justement, vous avez récemment dit dans une interview suite à la visite de Xi Jinping en France que la Chine avait plus besoin de l'Europe que l'Europe n'avait besoin de la Chine. Pourquoi? Justement, je vous demande pourquoi vous avez dit ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que par exemple, la France a un déficit commercial de 40 milliards avec la Chine. 50, oui. 50, enfin, pardon, oui, vous êtes en euros, je suis en dollars, oui. Donc, pourquoi la Chine a besoin de l'Europe et pourquoi on a un levier, on a un levier de négociation avec la Chine d'après vous, on n'utilise pas? On est client. On est le premier client. Enfin, quand je parle de l'Europe, nous sommes, et la Chine a ce surplus commercial à l'échelon européen de 400 milliards. Donc, c'est colossal. Alors, ce qui est très particulier, c'est que la Chine affronte aujourd'hui une crise immobilière historique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précédent.
D'accord. Elle est sans précédent à la fois par la magnitude. C'est-à-dire qu'une crise immobilière en Occident, c'est en général le coût... Je parle de crise immobilière gratinée. Subprime aux États-Unis en 2008, c'est 10% de PNB. Là, les estimations de Goldman Sachs en Chine, c'est que c'est 5 trillions, donc c'est 5 000 milliards de dollars. C'est 25% de PNB. Donc, C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus construit de logements qu'ils n'avaient besoin et du coup, ils se retrouvent avec vous des avez logements. 50 millions d'appartements vides aujourd'hui, donc vous D'accord. pouvez loger à peu près 200 millions de personnes. Les appartements D'accord. sont vides. Mais ça, donc la première originalité, c'est la magnitude de la crise. La seconde, qui est très très particulière, c'est que quand vous avez une crise immobilière, historiquement dans un pays, en général, le pays a réussi à appeler des investisseurs étrangers avant, ce qui fait qu'il refile une partie de l'ardoise aux investisseurs typiquement allemands, japonais. En général, on arrive toujours à les gruger. Le gouvernement en prend une partie, les banques en prennent une partie, ce qui fait que la population elle-même a très peu à souffrir, surtout si vous baissez les taux d'intérêt à zéro, comme on l'a fait après le subprime. Là, il n'y a pas d'investisseurs étrangers dans l'immobilier en Chine, enfin 3%, c'est-à-dire c'est négligeable. Le gouvernement refuse de payer. Les banques et les assureurs sont tous étatiques, donc le gouvernement leur dit ce n'est pas à vous de payer. Donc nous avons une crise qui va être supportée à 100% par la population, enfin 97% par la population. C'est 70% de l'épargne chinoise, sachant qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite. Donc c'est votre fonds de retraite qui vient de fondre d'au moins 50%. Donc en fait, concrètement, c'est des ménages chinois qui vont être étouffés par les dettes d'appartements vides ou qui ont perdu beaucoup de valeur. Donc la conséquence, c'est que vous n'allez plus avoir de croissance de la consommation, puisque vous D'accord. devez reconstituer votre épargne. Et que donc le principal facteur de croissance que vous avez, c'est l'exportation. Ouais. Et nous sommes premiers clients. Le consommateur européen qui prend le relais. Exact. Donc nous, vous voyez bien ce qui s'est passé avec le quoi qu'il en coûte. Nous avons le gouvernement, 110-120% de dette sur PNB en France, a artificiellement maintenu la demande. Donc c'est pour ça que nous avons une politique publique d'économie de paix, puisque nous ne faisons qu'une politique qu'on maintient artificiellement cette demande, alors que le président Xi dit les salaires. Donc il y a un tremblement de terre. Si vous voulez, quand vous vivez en Chine comme moi et que vous écoutez la campagne législative en France, vous dites sur quelle planète on est, parce qu'on parle d'augmenter le SMIC de 10, je ne sais pas si c'est 10, 20%. Les salaires en Chine cette année sont en baisse. D'accord. C'est pour la première fois depuis 40 ans. Donc la Chine impose à sa population une déflation de manière à être tellement compétitive à l'export que nous n'avons pas le choix que d'acheter des produits chinois. Et le critère de succès en économie de paix, quand vous êtes un gouvernement, c'est pas le PNB. Monsieur Zelensky se lève pas le matin en se demandant quel est le PNB de l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir les armes, la production pour... Est-ce que je vais retrouver mon indépendance? Ouais. Et donc, la clé du succès en économie de guerre, à l'échelon d'un pays, c'est votre dépendance vis-à-vis du reste du monde relative à la dépendance du reste du monde vis-à-vis de vous. Et donc, quand vous menez une guerre des prix sur le solaire durant toute la décennie 2010 et que vous finissez entre 75 et 90% de la chaîne de valeur solaire mondiale, la Chine, et que le solaire, vous avez fait un pari technologique que le solaire allait être l'énergie la plus fondamentale pour cette transition environnementale, c'est cette énergie-là qui va remplacer le charbon, eh bien, vous tenez l'ensemble de la planète entre vos mains. Et donc c'est ça. Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, cette interdépendance, d'une part, oui, la Chine est extrêmement dépendante de l'Europe, puisque nous sommes le premier client et qu'elle n'a plus de croissance intérieure. Et à l'inverse, la Chine a fait des paris technologiques que nous n'avons pas su suivre, le solaire, et ce pari qui fait qu'aujourd'hui, on est totalement dépendant d'elle. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, le Financial Times mentionne, les équipementiers européens de l'hydrogène écrivent à Bruxelles en disant « Les Chinois sont à 50% de nos prix. Si vous n'intervenez pas, on est mort. » Et nous aurons la même chose dans la voiture électrique. Donc, vous voyez que c'est pour ça on est en rivalité systémique, c'est qu'il y a un business model chinois d'économie de guerre qui est totalement différent d'une autre, qui est restée en économie de paix. Et donc, c'est pour ça que je dis au gouvernement, quel que soit le Premier ministre qu'on va avoir, il n'a pas le choix que de s'adapter à l'économie de guerre, sans quoi on va perdre. Et concrètement, ça veut dire se remettre à produire ce qu'on ne produit plus?
Ça veut dire que concrètement, quand vous êtes un gouvernement, vous avez le droit de faire tous les déficits publics que vous voulez. Les États-Unis sont à 7-8% de déficit du PNB, ce qui est absolument énorme, mais ils réindustrialisent les États-Unis. Donc les marchés les financent, sans problème. Et l'Europe se réindustrialise, mais pas en Europe, aux États-Unis. Vous prenez le DAX, les grands groupes allemands, ils ferment les usines en Allemagne et ils investissent tous grâce au programme dit IRA, le programme officiellement de réduction de l'inflation, qui est en fait un accélérateur d'inflation aux États-Unis, mais qui fait que aujourd'hui, vous avez, parce que ce sont des économies d'impôts par rapport à des subventions, elles sont débloquées en un mois, alors que chez nous, Thierry Breton a promis 750 milliards en 2022, on a à peu près 150 qui ont été, au bout de 2 ans, il y a 150 qui ont été débloqués. Et la France a fait d'ailleurs son petit IRA avec des crédits d'impôt, mais c'est 2 milliards d'euros, c'est par rapport à... MacArthur, le général MacArthur, les guerres, ça tient en 2 mots, trop tard. Et alors justement, sur ce sujet, dans votre livre, vous parlez de l'ESG. C'est un passage où vous n'y allez pas de main morte. Donc l'ESG, les auditeurs savent peut-être ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui s'appliquent aux entreprises pour que les entreprises soient plus vertueuses au niveau de la société. Et donc vous nous dites dans le livre, aujourd'hui, il faut produire l'ESG, ça doit se transformer en énergie, sécurité, guerre. Donc, d'après vous, ça doit être aujourd'hui pour la France et pour l'Europe le leitmotiv si on veut recommencer à produire, si on veut être moins dépendant de la Chine. Est-ce que j'ai bien compris ? La vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qui nous a empêchés de produire ? Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de produire ? Et moi, je suis administrateur de société ici à Paris, société cotée en bourse. Donc, on a une obligation, une directive européenne qui s'appelle la CSRD, pour ceux qui adorent les initiales, et qui fait très concrètement le 1er janvier 2025, notre présidente est obligée de suivre entre 1200 et 1400 indicateurs de performance non financiers. D'accord. Il n'y a pas un client qui nous les demande. C'est juste une usine à gaz totalement débile dont Bruxelles a le secret. Et la preuve, c'est que ces fameux critères ESG, ils ne viennent pas de chez nous au départ, ils viennent des États-Unis. C'est le plus gros investisseur du monde qui s'appelle BlackRock, qui, dans une lettre marketing envoyée à l'ensemble de la planète chaque année, il y a 10 ans, a dit « ces critères, ils sont très importants ». Cette année, les résolutions dites ESG dans les assemblées générales d'actionnaires aux États-Unis, ces résolutions sont en baisse de 50%. Et le fameux BlackRock, plus gros investisseur du monde, n'a voté de manière positive qu'à 20% des résolutions des sociétés dans lesquelles il est investi. Donc d'année en année, il n'a voté que 10% de ce qu'il votait l'année d'avant. Il a divisé par 10 les résolutions, les critères qu'il imposait à ces sociétés parce qu'il a fait le ménage et qu'il a vu que 90% ne servaient à rien. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis, c'est pas que je suis contre les objectifs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Naturellement, je ne suis pas, mais ils ont été tellement dévoyés pour imposer une usine à gaz de critères totalement ineffectifs que j'ai dit il faut redéfinir pour la production. Donc, effectivement, le G de gouvernance, il doit devenir guerre parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites le gouvernement fait des déficits publics pour la production. Encore une fois, c'est pas la guerre, c'est la production. Le S de sociétal, c'est naturellement, c'est merveilleux de mieux répartir la richesse qu'écrit, mais encore faut-il la créer. Et donc je dis aujourd'hui, on a parlé des dépendances. Je dis ce S, il doit devenir sécurité. Pas au sens Darmanin, mais au sens sécurité, c'est que je contrôle. Souveraineté, presque. Non, justement, souveraineté, c'est un pipeau de politique. Je rappelle, le dernier type qui a dit qu'il était souverain, on lui a coupé la tête fin 18e. Donc, je ne vous souhaite pas d'être souverain. En revanche, vous êtes dépendant, vous avez une société, vous êtes entrepreneur, vous avez des clients, des fournisseurs. Vous devez les tourner, vous devez faire ce que je dis. Chaque présidente de société doit rédiger sa déclaration d'interdépendance. Si vous êtes dépendant, vous trouvez des alternatives. Si vous n'avez pas d'alternative, vous trouvez des moyens de rétorsion qui vont beaucoup plus mal à celui qui vous a embêté. Si vous n'y arrivez pas, vous vous dépêchez de vendre votre activité à des fonds de private equity qui vont vous payer 15 fois l'EBITDA en disant que vous n'avez pas vu la croissance future. Ce que vous voulez dire, c'est que les entreprises doivent vraiment être conscientes de là où il y a dans leur chaîne d'approvisionnement des dépendances très fortes, les réduire, trouver des... C'est pas seulement les chaînes d'approvisionnement, c'est l'ensemble. D'accord.
Vous faites du cognac aujourd'hui en Chine, Oui. vous avez le meilleur cognac du monde. Vous prenez nos amis de Pernod, d'Annecy, de Martel, Rémy. Aujourd'hui, on va les taxer potentiellement, c'est pas 50, 100, 200%. Ils n'ont rien fait de mal. C'est juste qu'il y a une voiture électrique chinoise qu'on va taxer. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est un nouveau. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un nouveau cycle en 2022. C'est pour ça que je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cycle. C'est qu'il y a de nouvelles compétences qui apparaissent. Et il y a celle que j'appelle, alors c'est du jargon anglo-saxon, le Chief Geopolitical Risk Officer, donc le directeur en chef du risque géopolitique. Et c'est quelqu'un qui doit pas seulement comprendre votre supply chain, mais qui doit comprendre tout votre environnement, tout votre écosystème, qui va bien au-delà de votre industrie, qui vient du pays, y compris du pays, vous êtes du cognac, vous êtes français. Donc si la Chine décide de taper sur la France, vous êtes le numéro 1 sur la liste. Donc vous devez vous préparer. Et cette nouvelle fonction, elle va rentrer au COMEX. D'accord. Ça va être au COMEX, c'est-à-dire au comité de direction. à l'organisme qui dirige l'entreprise. Au comité de direction. Et donc, il va falloir qu'on trouve une nouvelle compétence où on va marier géopolitique et business. Justement, j'en ai passé une deuxième partie. Laisser un peu l'économie de côté pour parler plus de la Chine, de la civilisation, parce que sur la newsletter, j'aime beaucoup parler des différences entre l'identité des civilisations, les incompréhensions qu'il y a souvent entre les civilisations. Et donc, vous habitez à Hong Kong, et ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre vision dessus. D'abord, première question, quelle est la situation à Hong Kong? Parce que la dernière fois qu'on en a entendu parler en Europe, c'est en 2021, où le Pékin reprenait le contrôle sur la ville avec une loi en gros, les libertés politiques étaient réduites, très réduites. Quel impact ça a eu sur Hong Kong? Comment va Hong Kong Alors, aujourd'hui? je commence à la première page de mon livre, où j'ai dit chaque fois que je rentre à Paris, les gens me disent mais t'es fou de retourner à Hong Kong, tu vas aller. Alors, en plus, là, j'ai écrit un livre, donc tu vas aller en prison. En fait, Hong Kong est La Chine est très paradoxale toujours. Hong Kong est devenu une dictature sans gouvernement. D'accord. Puisque c'est une dictature, puisqu'il y a une loi. Alors, les Chinois ne sont pas comme nous, c'est ça qui est intéressant. Ils pensent que la liberté peut être saucissonnée. D'accord. C'est-à-dire que je peux séparer liberté individuelle, liberté politique, Oui. qui a disparu à Hong Kong, et liberté d'entreprendre, liberté économique, qui est pleine avec une justice qui est toujours indépendante. D'accord. Pour nous, c'est impossible. La liberté est une et indivisible. Elle est inconditionnelle. Ouais. Bon. Et les Chinois manient les paradoxes, manient les concepts, en disant ils ont une souplesse que nous n'avons pas, et en disant on va se jouer de ces contraintes. Donc ça vous donne une dictature, c'est-à-dire que si demain je débarque à Hong Kong et je hurle vive la démocratie à bas Pékin, j'irai en prison, donc je n'ai plus ma liberté politique. En revanche, il n'y a pas de gouvernement parce que les dépenses publiques sont seulement 20% du PNB. Chez nous, c'est 57%. Donc le gouvernement est réduit vraiment au minimum. Et donc ma liberté d'entreprendre tous les jours est beaucoup moins empêchée qu'elle n'est en France. En France, je suis investi dans une société qui a 25 ans. Ça fait des copains qui l'ont montée il y a 25 ans. On n'a pas eu une année sans contrôle fiscal, URSSAF, sanitaire. Enfin, chaque année, on a un inspecteur qui débarque ou une inspectrice. Ils restent très longtemps parce qu'ils n'ont jamais rien trouvé. Donc, ils restent 15 jours, 3 semaines et ils repartent à Cuba. Ça fait 25 ans que ça dure. Et dans ce que vous dites à Hong Kong, le business s'accommode de la perte de liberté politique. C'est ça. Ça va même au-delà de ça. C'est que la vie est faite de droits et de devoirs. Et en France, on est le pays des droits de l'homme. Par contre, on n'a plus de devoirs. Vous voyez, la campagne électorale, là, on nous a annoncé que des droits. On a droit au SMIC en plus, 10%, mais on n'a pas dit, on n'a pas mentionné un seul devoir supplémentaire. La Chine est le pays des devoirs de l'homme. Vous n'avez pas de droit. Et donc, toute la question entre ces deux systèmes, c'est le mouvement de balancier. Où va-t-il s'opérer en premier? Est-ce que c'est en France et en Europe que nous allons redécouvrir la notion de devoir, ou est-ce que c'est en Chine que va se développer la notion de droit? Et donc, jusqu'en 2021, de par l'explosion à la hausse des services digitaux, je voyais, à travers les réseaux sociaux,
l'émanation d'une opinion publique et donc de la montée de droits civiques En Chine. en Chine. Ouais. Elle a été cassée totalement en 21 et en 2021, en 2022. Et alors moi, je vis pas ici, donc je peux pas répondre à la question, mais je n'ai pas, encore une fois, quand j'entends cette campagne électorale, je n'ai pas l'impression que la notion de devoir ait progressé en quoi que ce soit. Et nous restons un pays où chacun pense qu'il a tous les droits, il a zéro devoir. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les deux systèmes sont bloqués et que nous allons voir. Donc c'est pas tenable dans la durée. La Chine ne peut pas en permanence arriver à supprimer tous les droits à une population jeune qui a connu un espace de liberté surtout pendant la décennie 2010. Et à l'inverse, nous, si vous augmentez le SMIC de 10, 15, 20% sans productivité, vous finissez avec le nombre de faillites de TI qui double d'année en année. Donc ça n'est pas tenable non plus. En tout cas, ce qu'on peut voir en Europe, il y a une demande, en France, une demande d'autorité avec les mesures autoritaires qui sont mises en avant, demande de sécurité, qui, je sais pas, qui sont pas forcément synonymes de... Non, mais ça commence à l'école. Ouais. Ça commence à l'école avec le respect du professeur. Par exemple. J'avais une autre question sur la Chine. Donc j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Les autres ne pensent pas comme nous, de Maurice Gourde-Montagne, qui était l'ancien ambassadeur de France en Chine. Absolument. Il a fait une phrase. Une personnalité exceptionnelle. D'accord, je ne le connais pas personnellement. Il explique. Je le connais personnellement. Ah, d'accord. Je peux dire personnalité. Alors quelqu'un qu'il faut inviter absolument au podcast. Surtout qu'il est extrêmement ouvert aujourd'hui. Il est à retraite, en fausse retraite et donc il y a du temps disponible. Il est très. Il a à cœur de transmettre son savoir. D'accord. Je note pour la prochaine liste d'invités. Et il écrivait la Chine et l'Occident sont deux planètes différentes, deux astres aux civilisations éloignées. Donc, il incitait vraiment sur la différence d'identité entre ces deux civilisations, peut-être les incompréhensions culturelles. Vous parliez par exemple de l'exemple de la notion de liberté qui n'a rien à voir en Occident. Est-ce que vous voyez vous avez d'autres exemples en tête d'incompréhension culturelle entre l'Europe et la Chine, des choses. Alors moi j'ai écrit un livre précédent en 2020 qui s'appelle Chine-Europe le grand tournant, et ma grande thèse c'était que l'Europe et la Chine devaient se rapprocher au XXIe siècle comme l'Europe s'était rapprochée des États-Unis au XXe. Et je pense personnellement, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu en Europe, je pense que culturellement, en matière de peuple, nous sommes, nous, Français, plus proches des Chinois que des Américains. Je suis surpris parce que... j'espère bien. C'est pour ça que j'écris des livres. Je n'écris pas des livres pour ne pas vous surprendre. Et c'est tout simplement que nous sommes civilisation millénaire et que c'est Clémenceau qui disait des États-Unis, c'est le seul pays qui soit passé de la barbarie à la décadence sans l'étape intermédiaire de la civilisation. Et la Chine, le problème que nous en avons, c'est que l'image qui nous est projetée vient uniquement d'une image politique du gouvernement avec lequel nous sommes en rivalité systémique. Mais si encore une fois, vous prenez le temps et si vous êtes objectif, ce qui est frappant, c'est que plus vous connaissez les États-Unis, moins vous en sentez proche. Plus vous connaissez la Chine, plus vous en sentez proche. Les États-Unis, on connaît 3-4 villes. Et puis quand on va au fin fond des États-Unis, là on dit non, ça n'a vraiment rien à voir avec... C'est comme ça qu'on finit avec Trump. La Chine, vous avez au départ un a priori extrêmement négatif, puisque vous dites ce sont des néo-lénino-marxistes. On voit un politburo où il n'y a que des hommes de 70 ans, c'est une gérontocratie. Et plus vous rencontrez le peuple chinois, y compris à bouffer et à picoler, parce qu'ils adorent comme nous, plus vous sentez qu'on est proche. Et c'est la déclaration du général de Gaulle de 1964, quand il reconnaît la Chine, où il dit, et on l'a oublié, mais il dit, à l'époque, Mao n'était pas venu. Il reconnaissait tout seul, à Paris, la Chine, en disant, ce n'est en rien l'approbation du régime politique actuel. Donc vous reconnaissez un pays, mais au même moment, vous ne reconnaissez, vous ne portez pas d'approbation de son régime politique. Et en revanche, il dit, le temps faisant son affaire et faisant son travail, vous verrez que nos peuples se rapprocheront. Et donc, c'est pour ça que interroger tous les gens qui sont allés en Chine, qui ont vécu en Chine, il y a une frustration certaine de par l'évolution politique, surtout depuis 2021-2022.
Mais vis-à-vis du peuple chinois, il y a des amitiés qui vont durer beaucoup plus longtemps que celles que vous pouvez nouer aux États-Unis. D'accord. Je suis quand même surpris parce que Bien sûr, mais je sais bien. les États-Unis et l'Europe ont le même socle culturel, Eh bien non. religieux. Les États-Unis sont une Europe sur un autre terrain, un autre continent. Mais non, mais vous voyez bien avec Trump. Vous voyez bien avec Trump que ça reste une élection. Enfin, mais la culture américaine reste. Nous sommes rapprochés au cours du XXe siècle. Là, au XXe siècle, vous voyez que nous distançons de plus en plus. Et attendez que M. Trump soit réélu au mois de novembre. Je ne sais pas s'il le sera, mais s'il l'est, vous verrez que ce fossé ne fait que grandir. Et on s'en apercevra d'autant plus quand on verra à quel point les États-Unis nous pillent. Et c'est de l'objectivité. Hein. C'est à la fois la défense, qui est aujourd'hui 2% du PNB. Si M. Trump passe, ça va sans doute être 3%. Je vous rappelle qu'à la guerre d'Ukraine, c'est 80% des armes américaines que nous achetons. C'est l'énergie. Avec le gaz russe est déjà remplacé par le gaz naturel liquéfié américain, dont les États-Unis sont le premier exportateur mondial. C'est ensuite les logiciels dont l'ardoise va être gratinée quand l'intelligence artificielle générative va se développer. Donc on ne sait pas, il faut attendre 2, 3, 4 ans, on verra. Mais la note qu'on va recevoir va être carrément salée. Et puis dernièrement, je vous ai dit, la réindustrialisation européenne, elle ne se fait pas en Europe, elle se fait aux États-Unis. Donc nos industries sont pillées. Vous savez, la consommation de gaz industriel en Europe par rapport à après 2022 est en baisse de 20%. On estime qu'il y a à peu près 15% de capacité industrielle qui a été fermée. Donc, vous voyez, il faut essayer d'être objectif. Et c'est pour ça, arrêtez de penser, encore une fois, 2 ans d'âge mental. Moi, je suis objectif. Oui, enfin, je comprends que les États-Unis peuvent profiter de la guerre en Ukraine pour vendre plus aux États européens, mais enfin, qui ait guerre en Ukraine ou pas, les Européens auraient acheté le logiciel américain, puisque les Américains sont meilleurs, tout simplement, dans l'IA, dans les guerres en Ukraine ou pas. Mais on n'aurait peut-être pas acheté plus de défense, et on n'aurait peut-être pas acheté plus autant de gaz naturel liquéfié, on n'aurait peut-être pas délocalisé toute notre industrie. Donc, il faut essayer d'être objectif. Oui. Mais et même culturellement aussi, l'Europe est beaucoup plus tournée vers les États-Unis que vers la Chine. Mais parce que vous avez un esprit qui est tourné vers le XXe siècle, j'ai un esprit qui est tourné vers le XXIe siècle. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Non, j'entends bien. Je pose la question, mais retenez quand même ce processus. Plus vous connaissez les États-Unis de l'intérieur en profondeur, plus vous êtes déçus. Plus vous connaissez la Chine de l'intérieur, au-delà de l'image d'un gouvernement politique, plus vous êtes positivement surpris. C'est une civilisation millénaire. Non, j'admets ça, mais ouais. Et justement, je voulais revenir à l'histoire. Un sujet que j'aime beaucoup, c'est pourquoi l'Europe a conquis le monde à partir du XVe siècle, pourquoi la révolution industrielle s'est déroulée en Europe et pas ailleurs, pourquoi c'est l'Europe qui a dominé le monde du XVIIIe au XXe siècle, puis prise de relais des États-Unis. Et ce que j'ai compris, c'est qu'au XVIe siècle, la Chine était la première puissance mondiale, avec c'est déjà un secteur industriel, beaucoup d'échanges. Et suite à plusieurs décisions, donc par exemple interdire les explorations maritimes, la Chine, donc le mandarinat chinois, c'est-à-dire la haute fonction publique chinoise qui tient le pays depuis 1000 ans, qui est une des différences d'identité fortes de la Chine, c'est ce mandarinat chinois. En fermant la Chine, par exemple en interdisant ces explorations, a tué dans l'œuf l'innovation, a tué dans l'œuf le secteur marchand, qui, par exemple en Europe, crée les prémices du développement industriel. Et donc là, j'aimerais avoir votre avis sur ce parallèle que je fais. C'est aujourd'hui, Xi Jinping, en mettant au pas le secteur privé, en faisant disparaître des entrepreneurs, en contrôlant les entreprises via un contrôle plus proche du Parti communiste, est-ce qu'il ne refait pas la même erreur, c'est-à-dire le mandarinat, le pouvoir public qui étouffe le privé, qui finalement se finit en appauvrissement et échec, invasion de d'autres pays. Alors c'est intéressant parce que les Chinois pensent l'inverse. D'accord. Les Chinois pensent que ce sont nous les Européens qui nous tirons une balle dans le pied. D'accord. En refusant d'investir dans la tech et en disant, vous voyez que toute la tech est aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle nous, Chine, on va monter en gamme dans les industries du XXe siècle. Et vous, Européens, on va vous défoncer. D'accord. Donc la voiture électrique, c'est nous qui l'avons faite. Vous avez été incapable de la faire. Le solaire, c'est nous qui l'avons fait. Vous avez été incapable de le faire. Et donc il y a cette vision chinoise que
l'erreur chinoise de ce... Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'en fait, elle commence à la Renaissance, mais du point de vue de la propagande chinoise, elle commence au milieu du 19e siècle avec les guerres d'opium, avec la Chine qui se ferme, alors que le Japon s'ouvre. Et la Chine dit aujourd'hui, on voit le même réflexe européen de se fermer et de passer à côté de la tech. Et nous, quand on regarde la Chine aujourd'hui, je vous ai dit que le modèle de développement était 100% étatique maintenant. Et donc, historiquement, on a vu... Moi, j'ai commencé, quand j'ai travaillé après que le mur de Berlin soit tombé, j'étais en Allemagne de l'Est à privatiser des sociétés allemandes. Et c'était un pipeau. C'était censé être les joyaux tech de tout le bloc de l'Est, et c'était un pipeau total. D'accord. Et donc, nous avons cette vision que si vous demandez à un État de produire de la tech, vous allez dans le mur. Et je ne sais pas qui va gagner. Mon sentiment, gut feeling, comme on dit en anglais, c'est que sans secteur privé, ça ne peut pas marcher. Que donc la Chine va... Alors, on ne peut pas dire que la Chine va totalement se planter. Il va y avoir des surprises. On a eu des surprises dans le solaire, on a eu des surprises dans la voiture électrique. Et donc, il va y avoir des industries où la Chine va surprendre. Et pour moi, ce sont les industries d'économie d'échelle. C'est-à-dire des industries qui ne sont pas... Il n'y a pas de technologie disruptive. Il y a une technologie qui est incrémentale, évolutive. Qui est connue. Et qui progresse lentement. Et donc, avec les économies d'échelle, vous avez des coûts plus bas et vous pouvez dominer l'ensemble de la planète. L'automobile, par exemple. L'automobile. La voiture électrique, c'est beaucoup moins compliqué qu'une voiture thermique. Et à l'inverse, vous avez des industries qu'on appelle d'écosystèmes. Donc, prenez les semi-conducteurs, où la chaîne de valeur est tellement compliquée que si vous voulez tout faire, vous êtes Intel et vous vous plantez. Et que celui qui gagne, c'est celui qui... c'est Apple qui arrive à construire sa supply chain en disant je prends, pour chaque étape, je prends le meilleur dans son domaine. Donc Apple, l'énorme succès d'Apple, c'est l'alliance avec TSMC. Et pour ça, il faut que vous ayez la confiance. Or, en Chine, il n'y a plus de confiance aujourd'hui. Donc, ils ont mis, on ne sait pas encore une fois, est-ce que c'est 150 ou 250 milliards cumulés de subventions étatiques dans les semi-conducteurs, mais pour arriver nulle part. D'accord. Et donc, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils... donc, vous avez une annonce de Huawei, il y a donc constructeur chinois qui, il y a quelques semaines, vient d'annoncer en disant, en fait, on ne fera pas des 5 nanomètres, qui sont les puces de haute qualité. Les plus avancées. Les plus avancées. Ils ont dit, parce qu'en fait, on va faire le mass market, y compris les 28 nanos pour les voitures. C'est un segment en croissance de 10%. C'est le segment qui croît le plus. 10% par an pour les 10 prochaines années. Et on va y aller avec des quantités démentielles et on va dominer tout le marché. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il va falloir être extrêmement granulaire dans l'analyse, en disant, oui, philosophiquement, une politique étatique de surcapacité dans la technologie, ça ne marche pas. On va dans le mur. Mais il va falloir qu'on fasse très attention parce que c'est l'arrogance qu'on a eue sur la voiture électrique et on ne les a pas vus venir. Ouais. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout foutu parce que la technologie elle est très instable. Puisque tant qu'on n'a pas la batterie à l'état solide, on n'a pas le sacré Graal. Donc on n'est pas foutu. Mais à l'inverse, pour l'instant, on ne gagne pas. Ouais. Donc il faut se réveiller. Justement, vous parliez des guerres de l'opium. J'ai récemment lu des documents sur ce que les Chinois appellent le siècle d'humiliation. Donc, c'était la période qui va du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, le départ de cette période, c'est les Anglais qui forcent les Chinois à s'ouvrir au commerce de l'opium. Est-ce que vous diriez que les Chinois sont revanchards? Est-ce qu'ils ont toujours... J'ai une impression en regardant les déclarations de Xi Jinping, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais il y a un sentiment de revanche assez fort, un esprit très nationaliste. Les Chinois n'ont pas oublié les conquêtes européennes, cette époque. Et est-ce qu'ils sont revanchards ou pas? Je dirais plutôt qu'ils sont agiles. C'est-à-dire, c'est un mot très à la mode, agile. Donc, le jour où ils nous aiment bien, ils disent 1964, c'est extraordinaire, vous êtes le pays, le général de Gaulle, il nous a reconnus avant les autres, fantastique. Et puis les autres, ils ne nous aiment pas, ils disent 1860, vous avez détruit le palais d'été, vous êtes le pire des peuples, vous êtes le pire ennemi. Donc, je crois qu'il faut se méfier de tous ces stéréotypes. Nous avons des gens qui sont extrêmement intelligents, civilisés. De Gaulle disait civilisation plus vieille que l'histoire.
en 1964, quand il reconnaît la Chine. Donc, il faut quand même beaucoup d'humilité par rapport à cette civilisation qui est d'une richesse incroyable. Et à l'inverse, il ne faut pas commencer à être naïf en disant parce que c'est chinois, on ne peut rien faire. Donc, je n'y crois pas. Et je crois que, ce que j'écris dans mon livre, il ne faut pas sous-estimer la Chine qui s'ouvre au reste du monde. C'est ce qu'elle a fait pendant 40 ans, et on l'a sous-estimée. Mais à l'inverse, il ne faut pas surestimer la Chine qui se ferme sur elle-même. Et ce qu'on voit depuis 2022. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous allons être surpris, parce qu'il y a des côtés où la Chine continue de s'ouvrir et des côtés où elle se ferme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on se mette au boulot. Les Chinois nous étudient tous les jours, ils nous connaissent. Eux ont un système extrêmement opaque pour être sûr qu'on ne le comprenne pas, qu'on ne puisse pas. La langue est une barrière incroyable. Faisons le boulot. J'avais une question aussi, parce que j'avais vu une expression qui a retenu mon attention. C'est sur l'avenir de la Chine. C'est le faible taux de fertilité de la Chine, qui est pas au niveau de la Corée du Sud, mais presque. Et un chroniqueur disait la Chine était l'usine de la planète, et elle risque de devenir l'EHPAD de la planète. Est-ce que la Chine est vraiment menacée par la baisse de population qui a déjà commencé? En tout cas, je crois que la population active chinoise a commencé à baisser. Comment le gouvernement chinois s'occupe de cet enjeu? Est-ce que c'est vraiment un vrai sujet, ou est-ce qu'ils se satisfont d'une baisse mesurée de la population? Alors là encore, c'est intéressant, quand je parle à des Chinois et je leur dis vous avez un problème démographique, comment vous voyez les choses? Ils me répondent nous, on n'a pas de problème démographique. Vous là, les Européens, et vous, la France, entre autres, vous avez un énorme problème démographique. Parce que chez vous, il y a des retraites et chez nous, il n'y a pas de retraite. Donc, vous, la France, vous devez payer des gens à rien faire. Là, vous me parlez de 60 ans jusqu'à 82 ans. Donc, payer des gens pendant 22 ans à rien faire. Nous, les Chinois, on est 1,4 milliard. Il y a 1 milliard de gens qui gagnent 300 à 400 $ par mois. Donc, en fait, on en veut moins de ces gens. On ne veut pas plus. Donc, en fait, les projections, c'est qu'on va passer de 1,4 à 1 milliard de gens en l'espace de 30-40 ans. Mais ça nous va parfaitement. Parce que notre problème, c'est pas d'avoir plus de population. Notre problème, c'est qu'on a une productivité qui est entre 1/4 et 1/3 de celle de l'Occident. D'accord. Donc, zéro problème démographique chez nous, parce qu'une personne âgée travaille en général jusqu'à 3 mois avant sa mort. Mais il n'y a vraiment aucun système de retraite en Chine? Si, vous avez à peu près 10 $ par mois. Officiellement, la retraite est à 50 ans pour les femmes, 55 ans pour les hommes. D'accord. Et donc, vous arrêtez de bosser, vous prenez des petits jobs. Donc, vous continuez à travailler. Et comme il n'y a pas de retraite, vous travaillez jusqu'à ce que vous soyez physiquement plus en état de travailler. Mais tant que vous êtes physiquement en état de travailler, en Chine, vous travaillez. Et c'est pour ça que les Chinois disent le dividende démographique, comme on le dit de l'Inde, ils n'y croient pas une minute. Ils disent un bébé indien qui naît, c'est une bouche à nourrir. Un bébé chinois qui naît, ce sont 2 bras qui travaillent. Donc en Inde, où vous avez un PNB par tête de 2000 $, vous voulez pas plus de population. C'est un non-sens. Donc les gens qui vous disent investissez en Inde parce qu'il y a une population qui croît, vous dites c'est pas le sujet. Ce que je veux, c'est une population avec un pouvoir d'achat. D'accord, oui. Donc en fait, vous voyez, je vous donne. Oui, non, c'est intéressant. Vous voyez, je vous donne cet exemple pour vous dire que c'est pour ça qu'il faut être à Hong Kong, c'est pour ça qu'il vivre à Hong Kong, c'est que quel que soit le problème que je regarde, j'ai 2 antithèses, 2 manières de regarder. Et je ne sais pas qui a raison à chaque fois. J'essaie d'être objectif. Les Chinois m'aiment pas quand je dis que la Chine, là, commet une erreur. Et à l'inverse, à Paris, les gens me disent t'es vendu, pourri, payé par le Parti communiste parce que tu as dit que le système chinois était bien. Le contrat social pour les jeunes, c'est bien, t'es vendu au Parti communiste. Bon. Peut-être une dernière question, justement pour essayer de mieux comprendre la Chine. Est-ce que vous auriez un ouvrage à recommander, un film peut-être, quelque chose qui pourrait aider nous Alors, Européens occidentaux? J'aimerais dire qu'il y a, s'il fallait choisir un livre, je pense que ce serait De la Chine de Kissinger. D'accord. On China, pour ceux qui parlent, pour ceux qui lisent en anglais, c'est encore mieux parce que On China est un. Mais vous avez la biographie de Deng Xiaoping par Fogel, qui était un
un prof d'Harvard l'histoire s'appelle Deng Xiaoping, je crois que c'est la Transformation of China. Ça se lit comme un roman, c'est absolument incroyable. Donc Deng Xiaoping, pour rappel, c'est le leader chinois des années 80 qui a ouvert la Chine qui en a arrêté avec le communiste. Qui a pris la succession de Mao Ouais. et qui a remis la Chine dans l'échiquier mondial. Très bien. Mais merci beaucoup, Mais c'est moi. David Arès, pour l'interview. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, Bienvenue à Okinawa. Alors, si je peux juste ajouter un Allez-y, mot, allez-y. il y a une postface qui est très importante. C'est que si vous ne changez Oui, pas je une l'ai vu. décision, après avoir lu le livre, si vous ne changez pas une décision dans les 3 mois qui suivent, je vous rembourse le livre. Parce que je veux pas faire perdre son temps au lecteur. Je n'aime pas les think tanks, j'aime les action tanks. Et au stade où on en est aujourd'hui, compte tenu de l'état de la France, l'heure est à l'action et moins à la réflexion. Satisfait ou remboursé. Exactement. Merci. C'est moi. Merci, au revoir.